Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h pétante et nous sommes aujourd'hui à Beaucamp-Ligny, chez Frédéric qui a la gentillesse de nous recevoir. On voit les briques. C'est un village de campagne. On est dans un village de campagne, on est quasiment dans une PME de la région. En tout cas, on voit des caisses de bière et des fûts. Donc tu nous en diras un mot dans un instant. Il y a mon acolyte qui traverse les Hauts-de-France avec moi, Julien, qui a la chance, une fois de plus, de m'accompagner. C'est vrai. Merci Julien. Bonsoir à tous. On va parler, alors déjà on va parler un peu de toi. Donc je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que tu es candidat sur la liste Se battre pour nous avec Xavier Bertrand. Tu as été maire, donc aujourd'hui tu n'es plus maire, mais tu as été très 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 longtemps investi dans la vie publique. Tu as été aussi vice-président de la communauté de communes, tu as siégé au Césaire. Enfin, tu vas nous raconter un peu tout ton passé, voilà. Et nous raconter aussi, on va surtout parler évidemment entreprise, on va parler formation, on va parler un peu Rêve 3, et puis tous les sujets qui vous intéressent, toutes les questions que vous voulez poser à Frédéric en direct. Je te laisse 2 secondes pour te présenter, et puis après, on va faire notre petit dialogue habituel. Ok, avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Frédéric Motte, j'ai 56 ans. Je suis marié avec une épouse qui a vécu toute sa vie au Canada. Ma belle famille y réside. Donc c'est toujours intéressant d'avoir... Canada francophone ? Francophone, à Montréal. Donc c'est toujours intéressant en termes de double culture. Et nous avons 2 filles, 22 et 20 ans. L'aînée vient de terminer ses études à Montréal, est en stage dans une belle boîte agroalimentaire de la région, et puis veut continuer un master sur Berlin et Paris. Et puis notre seconde fille est élève infirmière, en seconde année. Beau métier, pas facile, puisqu'elle a dû affronter les 3 crises du Covid. Et à chaque fois, elle était en stage. Mais bon, expérience passionnante. Et donc nous habitons à Beaucamp-Ligny, c'est un petit village de 1000 habitants, qui est situé à 10-12 km de Lille, dans le territoire qu'on appelle des WEP, qui est donc un territoire rural, très agricole, mais qui petit à petit devient résidentiel, parce que la ville gagne du terrain. Alors l'entreprise, c'est une affaire de famille chez vous, puis c'est une passion personnelle. Donc tu as lancé d'ailleurs une entreprise récemment. Tu nous racontes un peu ton parcours d'entrepreneur pour ceux, les fans d'économie de la région te connaissent, ils connaissent ton parcours par cœur. Mais bon, il y a des électeurs qui ne te connaissent pas forcément. Puis là, on parle à tous les électeurs. Ils sont pris ceux qui ne sont pas dans le Nord, qui peuvent être à l'autre bout de l'Aisne. Une pensée d'ailleurs pour tous ceux qui habitent dans le sud de l'Aisne, à côté de Beauvais, avec les inondations, pour les habitants, les entrepreneurs, enfin vraiment... tout le monde est mobilisé, on a une petite pensée pour eux. Alors, par l'entrepreneur, certainement, ça doit être quelque chose c'est une petite flamme qui devait dormir quelque part. Et donc, je termine mes études, un petit passage à l'armée, ça existait encore. Et puis, quelques années dans la banque qui me permettent d'appréhender le milieu de l'entreprise. Et puis, pour l'anecdote, un jour, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui vient dans mon bureau, me propose de lui financer un dossier d'immobilier. On décline, et puis 15 jours après, il revient me voir en me disant « Mais j'ai une affaire à reprendre, le dirigeant n'a pas d'enfant, est-ce qu'on la reprendrait pas à 2 ?» Et c'est un petit peu le petit grain de folie. Tu avais quel âge ? J'avais 27 ans, 28 ans, donc c'est le petit grain de folie. Ouais. J'étais pas marié, pas de risque, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, on plonge. La création d'entreprise, la reprise d'entreprise, soit vous attendez de tout maîtriser à 100%, mais vous le ferez jamais. Et donc, ce petit coup de folie, j'hypothèque la maison que je n'ai même pas. Et puis, on rachète cette première entreprise. Et puis, au fil des années, on en a racheté un certain nombre pour constituer un petit groupe que pilote plus particulièrement mon associé actuellement. Et donc, c'est ce qui me donne un petit peu de disponibilité. C'est un peu plus de 450 collaborateurs. Et notre métier, c'est en sous-traitance industrielle. Donc, c'est de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la mécanique, de l'hydraulique. Et donc, on va construire les machines de production dans tout type d'usine. L'automobile, l'agroalimentaire, la chimie, la cosmétique, la sidérurgie. Il y a quand même un terroir et un territoire très industriel dans la région, mais maintenant on est implanté un petit peu partout en France. Et puis, deuxième aventure entrepreneuriale, on y faisait allusion à l'instant, c'est une histoire familiale. Donc ma famille est depuis plus de 9 générations dans le monde de la bière, avec une marque bien connue qui était Motte Cordonnier. Et on a eu l'opportunité, avec nos enfants, là on en a fait un nouveau démarrage en famille, puisque à 15, avec mes frères, nos épouses et
nos 9 neveux, enfants et nièces, eh bien, on a redémarré cette marque mythique. Et donc, alors là, on démarre tout doucement, mais ça fait 2 ans que ça a commencé. Maintenant, c'est mon neveu qui pilote. Il est en train actuellement, justement, de faire fermenter une nouvelle bière. Donc, je ne vous donnerai ni la recette ni le nom, mais bientôt, vous pourrez retrouver un nouveau produit. Mais tu disais que c'est la 10e génération. Alors, mon neveu est la 10e génération. C'est ça. C'était la plus ancienne brasserie des Hauts-de-France, on peut dire, du Nord-Pas-de-Calais, mais des Hauts-de-France carrément. Ça a démarré en 1650, et donc on a des beaux parchemins qui attestent de tout ça. Incroyable. Alors, c'est vendu, revendu, et en 1749, clac, ça rentre dans notre famille. Et ça se transmet de génération en génération. Et puis à la fin, il y a un monsieur cordonnier, mademoiselle Cordonnier, qui épouse un monsieur Motte. Et ce qui était la brasserie de l'Étoile, c'est comme ça qu'on voit le symbole de l'Étoile à beaucoup d'endroits, eh bien, devient Motte Cordonnier. Puis ça se transmet. Et mon père, avec quelques cousins, était la dernière génération. Je dis souvent, ils étaient trop petits parmi les gros. Ils étaient numéro 3 français, mais trop gros parmi les petits. Donc ils n'étaient plus tellement artisanaux. Et donc le marché évoluait, c'était l'ouverture de l'Europe. Il y avait, sans rentrer dans tous les détails, mais aussi le blocage des prix qui faisait que toute l'industrie française en a fortement souffert. Et ils estimaient en tout cas être pas à même de relever le nouveau défi, parce que vous avez aussi une évolution de la consommation. Motte Cordonnier était très présent dans les cafés et peu dans la grande distribution qui n'existait pas. Et donc ça a été maintenant désormais des stratégies de volume-prix. Il fallait produire à bas coût. C'était pas leur organisation, et donc ils ont préféré vendre à Stella Artois qui voulait s'implanter en France, et qui, pour finir, a petit à petit réduit la taille du site pour tout rapatrier en Belgique, a fermé le site. Et donc toute l'histoire se serait arrêtée. Et si ce n'est que dans d'un drame, il y a peut-être une renaissance. Notre arrière-grand-père, c'était la guerre 14 qui a détruit son usine. Il en a reconstruit une plus moderne, plus grande, plus innovante, donc il a pu se développer. Et nous, c'était le décès de notre père qui nous a fait dire « mais c'est dommage que tout ça s'arrête ». Et on a pu récupérer entre guillemets, notre nom. Et donc on a recréé en famille cette aventure. Et ça se vend où alors, Motte Cordonnier, si je veux en acheter, ou est-ce que Alors d'abord, nous sommes tout petits, c'est encore très artisanal. Et ça, c'est un vrai enjeu. Je crois qu'on pourra peut-être en reparler sur le rapport des jeunes à l'entreprise. Nos enfants nous ont dit, oui, ça nous amuse, ça nous motive de rentrer dans cette aventure, mais on veut que ce soit une aventure qui ait du sens. Et on sent bien que tous les jeunes, dans leur rapport à l'entreprise, on leur vendra plus juste un beau salaire et puis un gros fauteuil derrière un beau bureau. C'est pourquoi je travaille, à quoi ça sert, comment on fait, avec qui. Et donc, tout de suite, ils nous ont dit « Ok, mais on veut que c'est du sens ». Et donc, ça a été de se dire « On s'approvisionne qu'en matière première locale ». Nos houblons viennent des Flandres, l'orge vient des Hauts-de-France, les verres viennent de la cristallerie d'Arques, le carton vient de Comines. Et donc, comment on joue cette dynamique-là? Et comme on a une histoire à raconter, on s'était dit, puis en plus, on n'a pas, faut être honnête, pas la capacité de suivre, on va aller voir une distribution sélective. Et donc, c'est plutôt un artisan. Les bons bouchers vont vous vendre une bonne bière Motte Cordonnier. Votre boucher qui vous fait de la viande de qualité, si en plus il vous propose une bière, vous vous dites, c'est qu'elle est vraiment de qualité. Et donc ça, c'est des cavistes. Donc des petits réseaux de proximité pour que le commerçant puisse raconter l'histoire de Motte Cordonnier. On voit ça, il y a beaucoup de rayons aujourd'hui, il y a des indépendants, il y a une sélection, et c'est vrai que c'est autre chose que les supermarchés. Les supermarchés ont aussi fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Ça a beaucoup changé en une dizaine d'années, on voit des produits locaux, il y a quand même des circuits qui sont beaucoup plus courts. Mais il y a des passionnés. Moi, je sais que dans ma ville de naissance, à Saint-Quentin, par exemple, il y a quelqu'un qui a ouvert un commerce. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a changé de vie. Tu vois, à 55 ans, il travaillait dans l'administration. Il dirigeait une boîte. Il est passionné de bouffe. Et donc, il a créé ce truc. Il y a des produits fantastiques. Et par exemple, il y a des bières. Donc, lui, par exemple, idéalement, c'est ce genre de distributeur-là, exactement. Et on sent que donc à la fois dans l'entreprise, il y a ces valeurs-là, mais aussi chez le consommateur. Le consommateur, il devient un peu ce qu'on dit consommateur. Et donc, il a envie de comprendre, il n'achète plus n'importe quoi. Alors, il y a encore une consommation de masse et il faut nourrir et toute la population et la planète. Mais il y en a qui ont envie de se faire plaisir en prenant un beau produit, un bon produit. Et donc, d'aller vers des magasins comme ça, il y a tout à fait ça. On est aussi une génération où on tend vers le mieux manger, le mieux consommer. Donc, quelque chose qui a en effet du sens, qui a la durabilité derrière et qui raconte
au-delà de l'histoire, qui est vraiment un produit de qualité à valeur ajoutée par rapport, en effet, à ce qu'on peut consommer. C'est une démarche de société, Bien c'est sûr. un peu environnemental aussi, il ne faut Bien pas sûr. le cacher. C'est sûr. C'est une vraie évolution et on pourra en reparler par rapport aux enjeux sur la politique du conseil régional, dans l'accompagnement des entreprises. Comment on va accompagner, parce que c'est quand même une sacrée mutation. Quand vous voulez revoir votre processus de production, d'approvisionnement, de distribution, il y a des entreprises, il faut quand même qu'à la fin du mois, il y ait de l'argent qui rentre pour payer les salaires. Et donc là, si on veut promouvoir dans notre région justement ces nouveaux modèles économiques, eh bien, il y a peut-être justement d'adapter un certain nombre de politiques pour qu'on puisse accompagner nos entrepreneurs et leurs salariés dans ces défis. Alors pourquoi un entrepreneur comme toi? Alors, tu as toujours eu un engagement public, je l'ai dit tout à l'heure, tu étais quelqu'un qui a été un élu local, tu étais investi dans beaucoup d'instances, mais pourquoi aujourd'hui avoir choisi quand même de replonger d'une certaine manière ou de plonger différemment avec Xavier Bertrand pour débattre pour les habitants, pour la région? Qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter surtout à l'équipe autour de Xavier? Alors, ça vient, je crois, on l'a vu, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi une passion pour ma région et ses habitants. J'aime bien aller à leur rencontre, j'aime bien les écouter. Et donc, là aussi, il y avait un petit virus quelque part. Et donc, j'ai été le plus jeune maire, paraît-il, Dixit, notre grand quotidien régional, le plus jeune maire du Nord. Trois mandats. Et alors, j'ai fait 3 mandats. Et volontairement, avant de me présenter la 3e fois, j'ai dit, ce sera la 3e et dernière. Alors, personne ne m'a cru. Et je m'y suis tenu. Et ça avait un côté merveilleux parce que je savais que j'arrêtais. Et donc, ce qui primait, c'est l'intérêt général. Et je cite souvent l'anecdote, on a voulu faire des chemins piétonniers. Il fallait passer chez un particulier. Eh bien, je sais que ce particulier, si je voulais qu'il vote pour moi parce que je devais me faire réélire, j'aurais pas fait le chemin piétonnier. Alors que je lui ai dit, l'intérêt général, c'est on va faire le chemin. Et puis, si vous n'êtes pas contente, vous vous présentez, moi j'arrête. Et on a fait le chemin. Et maintenant, il y a tous les jours des gens qui y passent. Et on a bien fait notre job. Et donc cet engagement, il était passionnant. C'est 1000 habitants, donc ça veut dire qu'on connaît un par un tous les habitants. Je connaissais chaque maison. Ma permanence le samedi matin, c'était le café de la mairie, en face de la mairie, parce que les gens venaient me voir là et puis on discutait. Il y a du lien social. J'aime bien cette notion-là. Et oui, très clairement, soit vous restez sur le bord du quai et puis on râle, soit on monte dans le train. Et puis on essaye de faire bouger les choses. Et donc c'est comme ça que j'ai été parti à la mairie. Et puis 3 mandats, j'arrête. Et à ce moment-là, ce sont les mouvements entrepreneuriaux qui m'ont dit, tu connais l'entreprise, tu connais le monde des élus, viens éventuellement dans une instance représentative où on a parfois un peu du mal à trouver des chefs d'entreprise qui s'engagent. Et c'est comme ça que je suis rentré au Conseil économique et social régional. Et donc j'y ai siégé pendant 7 ans, dont 2 fois 3 ans en tant que président. Et ça a été une belle expérience aussi. Donc je connaissais l'entreprise, je connaissais ma petite commune et l'intercommunalité. Mais avec le Césaire, ça m'a permis de rencontrer des univers que je ne connaissais pas. Le monde de l'enseignement supérieur, je connaissais un peu, mais pas bien. Le monde de la santé, c'est des mondes que je connaissais peu. Dans ma famille, on est tous entrepreneurs et il n'y a personne de la santé. Sauf ta fille. Sauf ma fille maintenant qui va. Ouais. Et donc, du coup, c'était des univers que je ne connaissais pas. Je connaissais un peu les partenaires sociaux, mais ça m'a permis de mieux les connaître. Et parce que dans mes passions, donc on a vu l'entreprise, on a vu l'engagement, mais j'ai aussi une passion du travailler ensemble. Je suis convaincu, c'est ce que j'ai pu faire, je pense, de mieux à Bocanligny, c'est d'avoir rassemblé tous les habitants. La gendarmerie me disait, je sais que ça va bien dans votre commune, parce que j'interviens jamais. Parce qu'on avait réussi à tricoter du lien social qui fait que tous les problèmes se solutionnaient au niveau local. Et le Césaire, pour ça, c'était une belle expérience. Donc l'expérience du Césaire, pour que les gens comprennent le Césaire, parce que c'est assez Oui. flou. C'est vrai. Quel est vraiment son fonctionnement? Quel est son objectif? Le Conseil économique et social régional, c'est un peu un conseil de quartier. Ouais. Vous avez des conseils de développement dans votre ville. Et bien au niveau de la région, c'est la loi qui a prévu des conseils économiques et sociaux qui sont là pour répondre aux questions du conseil régional et ou faire des propositions au conseil régional. Donc c'est une assemblée qui est consultative. Tous les membres sont nommés par les associations environnementalistes, par les syndicats, par les gens du logement, par les gens de la santé, de l'université, de l'agriculture. Donc c'est une assemblée citoyenne qui travaille ensemble et qui doit essayer de trouver un consensus commun sans que ce soit un consensus mou et de faire un certain nombre de contributions. Alors, c'est des assemblées qui sont parfois un peu malmenées parce que les élus, parfois, les aiment pas trop quand ça les titille. Et puis, parfois, elles cherchent trop du consensus mou. Donc, il faudrait réussir à trouver le bon tempo. Mais en tout cas, moi, j'avoue très humblement, ça a été une expérience extraordinaire de se travailler ensemble. Ouais. Et donc, ça m'a permis de mieux connaître mon territoire, ma région, ses habitants.
Et donc après, j'avais un engagement aussi dans le monde entrepreneurial, dans un syndicat patronal. Même chose, là, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et si j'avais une satisfaction à citer de mon mandat, parce que là aussi, c'était des mandats à durée déterminée, 2 fois 3 ans, c'est que c'est pas d'avoir construit ou fait les plus beaux bouquins ou les plus beaux trucs, c'est que le jour de mon pot de départ, eh bien, il y avait dans l'Assemblée tous les syndicalistes, de tous les différents bords. Il y avait des gens de l'économie sociale et solidaire, il y avait les présidents de toutes les intercos locales, départementales, régionales, il y avait les gens de la préfecture, il y avait les gens il y avait la rectrice, le préfet, le président de la département région, tous ces gens-là, parce qu'on avait réussi à faire du travail ensemble. Et c'est évidemment au cours de ces années-là où j'ai appris à travailler avec Xavier Bertrand, puisque c'était mon interlocuteur, c'était son premier mandat. Et alors de temps en temps, je lui disais, ça marche pas très bien, ou ça tu devrais faire ci, ou ça tu devrais faire ça. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, là aussi, soit tu restes sur le bord du quai, ou est-ce que tu n'as pas envie de monter dans le train? Ouais. Et puis quand vous avez la fibre entrepreneuriale, que vous aimez bien votre territoire, ses habitants, évidemment on a envie de se battre pour vous. Et donc j'ai dit banco. Alors j'ai dit banco aussi parce que je crois qu'on pourrait faire un parallèle entre l'entreprise et la vie politique. Alors, parfois pas toujours, mais c'est que dans une entreprise, on a besoin de leadership. Ce qu'on attend d'un patron, c'est qu'il vous entraîne, qu'il vous donne une vision, qu'il sache écouter ses équipes. Et la politique, c'est un peu ça aussi. Et Xavier Bertrand, incontestablement, même si on n'est pas d'accord avec lui, je crois que tout le monde reconnaîtra qu'il a un véritable leadership. Il entraîne, il nous trace une vision, il sait s'entourer. Il suffit de regarder la qualité de l'équipe qu'il a rassemblée autour de lui. C'est quelqu'un, j'aime bien son expression d'être à portée d'engueulade, c'est pas dans son bureau tout là-haut tout seul, c'est d'aller sur le terrain, d'aller écouter. Dans mes entreprises, moi c'est la même chose, c'est d'aller faire le tour de l'atelier. Quand vous serrez la main de tout le monde, vous sentez ce qui va bien, ce qui va pas. Et bien lui c'est un homme de terrain, et donc tout ça, ça m'a motivé à dire oui, banco, j'ai envie de t'accompagner sur ce nouveau challenge. Et on l'a vu notamment aujourd'hui, parce qu'il était au plus près des habitants qui ont subi toutes les intempéries. Donc voilà. Dans ces cas-là, on annule tout, tchac, on va. Oui, évidemment. Non mais l'adaptabilité. Ça, c'est une des caractéristiques de proximité de Xavier et de la liste, d'ailleurs, et qui est diverse. C'est une liste qui te ressemble aussi un peu, parce qu'il y a aussi des syndicalistes sur la liste. Exactement, je trouve ça super. C'est justement, si c'est représenté qu'un corps, l'objectif, c'est d'emmener toute la région. Et on l'a vu dans ce premier tour, c'est comment justement partout dans les territoires ruraux, dans les villes, chez des artisans, chez des grandes entreprises, chez des indépendants, chez des syndicalistes, chez des patrons. Vraiment, c'est de rassembler tous les acteurs pour que justement on soit tous à l'écoute, chacun dans notre écosystème, et puis qu'on puisse se mobiliser. Donc là, c'est des très belle dynamique. Je pense que c'est assez rare quand même sur une liste pour une élection de retrouver à la fois un syndicaliste de Dunkerque et quelqu'un qui a été très impliqué dans la vie de l'entreprise et qui on a Laurent Rigaud qui était le patron des artisans. Il y a je sais qu'il y a une boulangère. Qu'on a rencontré hier soir. On était avec elle hier soir. Il y a aussi une fille qui fait de la couture, qui fait des choses extraordinaires. Donc c'est des moi j'aime bien, c'est justement ce mariage. Alors c'est vrai que de temps en temps on peut dire on va pas toujours être d'accord, il va falloir. Oui, mais c'est ça la vie. Je crois que c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est comment on trouve un compromis intelligent, mais sans oublier la vision qu'a tracée le patron. Et donc comment on se met en force, en marche pour mettre tout ça en œuvre. Non, ça promet un super travail d'équipe passionnant. Alors moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, parce que tu parlais tout à l'heure de chaudronnerie, etc., de ces métiers, et après on ira un peu plus loin, mais on voit que souvent dans beaucoup d'entreprises, il y a des problèmes pour trouver des salariés, et notamment dans ces métiers, je crois. Moi, je me suis déplacé dans beaucoup d'entreprises au cours des dernières années, et souvent, on voit effectivement des dirigeants d'entreprises qui disent moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des difficultés à recruter. Alors, c'est vrai que pour les gens, parfois, on dit il y a du chômage et il y a des difficultés à recruter. Donc, on le sait, c'est évoqué souvent sur les plateaux de télé et dans les journaux, mais donc. Qu'est-ce que toi, quel est ton constat? J'avoue, cette campagne, moi, dans mon petit village, soyons honnêtes, la campagne, elle se faisait plutôt au bistrot ou en allant sonner à la porte des gens. Là, puis on n'était pas très nombreux. Là, cette campagne, je connaissais le monde de l'entreprise, mais j'avais rarement été tracté sur un marché, etc. Et donc là, depuis 6 semaines bientôt, je suis du matin jusqu'au soir allé arpenter, principalement visiter les entreprises, mais aussi aller faire les marchés. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué fortement, et plusieurs fois j'ai envoyé des petits textos à Xavier, parce qu'il y en a certains, je sentais que c'était tendu. C'est 2 choses. La première, c'est beaucoup de patrons qui sont isolés. Pourtant, je connais bien les milieux, les branches professionnelles, les syndicats patronaux, salariés et autres, mais il y a énormément de monde
qui ne sont pas dans ces écosystèmes-là. Ils ne sont pas à la chambre de commerce, ils ne sont pas dans leur club de zone. Et donc, quand vous avez une situation de crise, quand vous avez un pépin, le soir même, à la fin de votre journée, vous avez peut-être envie de partager, de boire un coup avec quelqu'un pour échanger vos difficultés. Ils sont tout seuls. Et donc là, on aura certainement un gros boulot à faire. Moi, je dis souvent sur l'emploi, il faudra aider les gens sans emploi, les gens en emploi, parce qu'on n'aura plus les carrières linéaires, et aider les créateurs d'emplois. C'est ça. Donc, le premier constat, un isolement quand même important. Le deuxième constat, pour rejoindre la question que tu évoquais, je suis effaré, mais c'est pas qui a des problèmes de recrutement, c'est plutôt à poser qui n'en a pas. 99% des gens qu'on rencontre, des chefs d'entreprise, nous disent on a des problèmes de recrutement. Et c'est encore plus terrifiant. Je suis allé beaucoup rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que je crois que l'économie est plurielle. C'est gigantesque. Ici, exactement. Dans la région, ils voilà. sont très puissants, très Xavier représentatifs. était d'ailleurs chez Vitamine Il a visité hier, Vitamine T, qui est un excellent exemple. Mais alors, il y a des structures, alors, qui est comme la grosse structure, mais il y a beaucoup de petites dans tous les territoires. Ce sont des gens très engagés. Et donc, j'ai consacré beaucoup de temps à aller les rencontrer leurs responsables et autres. Et bien, même eux, dans des structures d'insertion, ils nous remontaient qu'ils ont du mal à recruter. Donc c'est à la fois scandaleux, c'est pas acceptable. On a aussi, même chose, dans nos CFA, on sait qu'un bon apprenti, il va trouver du boulot à tous les coups, dans nos métiers de la chaudronnerie, mais dans la boucherie, dans tous les métiers, un cariste et autres. Il y a du boulot. Eh bien, des CFA sont pas pleins, des chefs d'entreprise nous disent qu'on n'arrive pas à recruter, et des gens de l'ESS nous disent aussi dans l'insertion, on a des places vides. Là, il y a véritablement quelque chose qui est pas tolérable. Alors, c'est évidemment pas si simple que ça, la solution. Sinon, je crois qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps. C'est la valeur travail. Et Xavier insiste beaucoup là-dessus. C'était courageux de sa part et il a raison. Je crois que la valeur travail, il faut vraiment pointer ça. C'est peut-être un système d'aide qu'il faut revisiter sous certains aspects, parce qu'il ne faut absolument pas non plus laisser tomber un certain nombre de personnes qui ont besoin de notre solidarité. C'est l'attractivité des métiers. C'est bien de dire qu'il n'y a pas de boulot, mais moi je dis toujours, la première chose que je dis au patron, c'est regardez votre boîte. Vendez bien. Vendez bien, mais payez bien vos gars. Ouais. Je voyais des patrons, je tairais le métier et l'entreprise, mais les gars, ils sont payés 4 sous. Ils s'étonnent que les salariés préfèrent aller chez le voisin. Après, les conditions de travail. Vous avez un environnement de travail, vous avez un patron, on parlait tout à l'heure d'un bon leader qui sait entraîner, qui sait partager les défis, qui sait expliquer, qui sait être exigeant, mais qui sait récompenser quand ça va bien. Ces boîtes-là, elles ont en général comme moins de difficultés. Donc c'est d'abord nous notre responsabilité, c'est aussi une responsabilité, je le vois dans mon métier de l'industrie, tous les parents ont souvent dit, va pas dans l'industrie, c'est pas bien, c'est sale, c'est dur. C'est fini ça. Moi, mon entreprise, elle est aussi propre que ma maison, entre guillemets. Alors, il y a des poussières la journée, etc. Mais les conditions de travail ont évolué. On ne porte plus des charges comme on en portait avant. Les moyens de sécurité et autres, etc. Tout ça a formidablement bougé. Et là, vous avez totalement raison, tu as totalement raison, Frédéric. Et justement, l'image qu'on a des sites de production de l'industrie est souvent assez faussée. Et moi, j'avais fait une visite d'un site industriel que je connaissais très bien, et les parents, notamment auprès des parents, me disaient mais c'est ça une usine? Oui, mais Germinal c'est terminé. Quoi. Oui, exactement, on avait les pieds dans la poussière. Non, c'est terminé. Quoi. L'usine, elle est propre. Il y a des usines alimentaires, mais c'est plus propre que chez vous. Ça devient des vrais labos. C'est plus proche du labo, d'ailleurs, aujourd'hui, que d'une usine. Même s'ils produisent des masses entières de trucs. Donc tout ça, non. Donc nous, patrons, il faut qu'on fasse venir. Il y a beaucoup d'actions, la région aide beaucoup aussi. Et moi, je pense qu'il faudra amplifier le mouvement. C'est comment on crée plus de rapports entre l'école et l'entreprise, de faire venir des profs dans nos entreprises, d'avoir des chefs d'entreprise, c'est aussi ça notre responsabilité. Je participe à différents mouvements pour aller faire des exposés dans les classes, pour aller raconter ma vie de chef d'entreprise. Alors, pas forcément pour que tous les gens deviennent chefs d'entreprise, mais déjà qui sont entrepreneurs de leur vie, mais pour leur expliquer nos métiers. Un chaudronnier, il trouve du boulot demain, et il n'est pas payé au SMIC. Sinon, il traverse la rue, il gagne 20-30% de plus. Donc il y a des tas de métiers, un cariste, mais vous avez aussi ça, des comptables dans tous les métiers, c'est terrifiant. Donc là, il y a un vrai défi pour nous, entreprises, pour ces populations-là. Et alors vous avez un point aussi qui est peut-être un petit bémol à mettre dans notre région, il faudrait être attentif, c'est qu'on a des problèmes de mobilité. On se rend compte que beaucoup de gens, je sais faire un métier, mais j'ai pas ce boulot-là à 5 bornes de chez moi. J'ai du mal à aller un petit peu plus loin. Et c'est très français d'ailleurs. C'est probablement un peu plus grave malheureusement. Mais dans notre région, souvent avec un niveau de formation qui est un petit poil en dessous, il n'y a pas ces enjeux de mobilité. Et ça, c'est dommage parce que alors il faut faire attention parce que il ne s'agit pas de vider des territoires pour envoyer leur population travailleurs, mais d'avoir un peu de mobilité. Oui, c'est un atout supplémentaire.
C'est vrai que les questions, il y a la logistique, puis après il y a les transports. Alors il y a des efforts massifs qui ont été faits par la région pour améliorer les transports pour ce qui est de la compétence régionale. C'est toujours difficile d'ailleurs d'expliquer effectivement aux électeurs qui fait quoi. Donc les bus, le train, donc c'est pas ton domaine, on va pas s'apesantir là-dessus, mais c'est vrai que pour les entreprises. C'est un vrai enjeu pour nos entreprises. Voilà. C'est un enjeu majeur. D'où la nécessité, effectivement, il y a le barreau, par exemple, de Creil, on l'a évoqué à plusieurs reprises, notamment pour le bassin d'emploi de Creil, de Chantilly, de Senlis, avec Roissy et la capitale. Seine-Nord, moi, je suis passionné, ayant été maire, je suis passionné par justement l'aménagement des territoires. Et on se rend compte que justement, il y a un phénomène de métropolisation. Donc la métropole et le Amiens, mais surtout Lille, mais Amiens, ils aspirent un petit peu. On retrouve une activité à peu près bien le long des grands axes, c'est le long de l'autoroute 1, c'est le bord de mer, c'est demain le Creil-Roissy, mais c'est surtout demain ça peut être Seine-Nord. Voilà une formidable opportunité de créer un nouveau barreau qui va irriguer son territoire. Et donc là, c'est la capacité à maintenir des populations, à faire venir des entreprises. Et là, on va pouvoir irriguer ce territoire, parce que si c'est pour avoir une métropole qui va bien et des territoires qui se assèchent autour, on est foutu. Donc comment on recrée de l'animation partout ? Et en plus, c'est un principe important pour Xavier Bertrand avec la République des territoires et donc l'équilibre territorial, et qui est assez fondamental. Et ça fait partie de l'ADN notamment de Xavier Bertrand. Je crois beaucoup à ça. On l'a bien vu, la crise de la Covid, les solutions, c'est dans les territoires. Quand on fait si on fait confiance aux gens, cet après-midi, j'ai passé une après-midi avec une nouvelle promotion où on forme des jeunes à l'entrepreneuriat. Alors, le rêve, c'est qu'ils deviennent entrepreneurs, mais je disais tout à l'heure, déjà entrepreneurs de leur vie. Et on a vu des gens qui connaissaient par cœur, une femme extraordinaire qui aide les migrants sur l'alphabétisation. Et alors c'est intéressant, parce qu'il y avait quelqu'un de la préfecture, mais elle a démonté tout le système en disant, mais là il y a un trou dans la raquette, là il y en a un, là il y en a un. Parce qu'elle est sur le terrain. Ouais. Et donc faisons confiance à ces acteurs-là. Et du coup, elle nous dit, moi j'ai envie de créer ma boîte parce que j'ai repéré le trou là, et je vais vous trouver des solutions. Faisons-lui confiance. Et donc, nous n'allons pas lui mettre des barreaux, des bâtons dans les roues avec des réglementations, des trucs comme ça. Donc, faisons confiance aux élus locaux. C'est eux qui connaissent leur territoire. Donnons-leur les moyens d'avoir l'ingénierie qui va bien. C'est ce que veut faire la région. Mais faisons confiance. C'est terrifiant cette incapacité française à déléguer, à vouloir concentrer. Ça, moi, quand je disais tout à l'heure, j'étais président du Césaire. Je regrette fortement qu'on n'ait pas joué le jeu des corps intermédiaires dans toutes les réformes qui ont été lancées ces dernières années. Ça, c'est une véritable erreur. On sait que tu l'as dit tout à l'heure, dans les compétences, c'est compliqué. Et le job d'un corps intermédiaire, c'est pas de piquer le boulot de l'élu, c'est d'être la courroie de transmission pour descendre et pour remonter. Sauf qu'à Paris, on a des gens qui disent non, nous, on est bien plus intelligents que vous, et puis bing, c'est comme ça, vous allez appliquer. Des conneries. Ouais. On est à côté de la plaque. Alors tu parlais de délégués, le principe, c'est une permanence virtuelle, on s'est un peu adapté aux conditions sanitaires, on a essayé effectivement de faire venir la région chez vous et de pouvoir échanger. Donc est-ce que, en ligne, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et poser une question à Frédéric? Alors, oui. Guy Lade, bonsoir. On t'entend bien. Si, on t'entend bien. Alors, tout d'abord, bonsoir et félicitations pour les résultats du premier tour, en espérant dimanche avoir d'encore plus beaux résultats. Donc, moi, je m'appelle Gilad, j'ai 24 ans, j'habite à Mont-Saint-Barreul, donc dans la métropole lilloise. Et j'avais deux questions pour vous. Alors, deux questions, mais qui se relient. Alors, j'ai vécu à Paris et donc à Lille, et j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans les territoires ruraux ou dans la campagne. Et on voit que beaucoup d'entre eux quittent ces territoires pour aller vers les métropoles. À l'instant, on évoquait ça. Ouais. Donc, comment, entre guillemets, aider à redéployer le tissu d'emploi partout sur notre territoire et pas seulement dans les métropoles, parce que c'est une perte pour nos campagnes, entre guillemets, de perdre ces jeunes-là. Et deuxième question, comment aider les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers populaires à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes possibilités que les personnes qui habitent dans nos grandes métropoles. Ok, alors, tu le disais, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a un géographe qui s'appelle Jean Viard, qui est plutôt sociologue que géographe, et j'aime bien parce il a une phrase, il lui dit, il n'y a pas de territoire en désespérance, il y a des territoires sans entrepreneurs. Et on voit bien que c'est l'entreprise. Moi, je pense que vous l'avez senti, je suis un entrepreneur passionné.
Pas parce qu'on a la solution à tout, mais l'entrepreneuriat, à ce jour, en tout cas, c'est ce qui permet de créer de l'emploi, de la richesse, qui permet ensuite la solidarité. Et on voit bien que dans nos territoires, notamment les Hauts-de-France qui étaient assez industriels, on avait, et l'Allemagne est un bon exemple, on a des industries qui étaient un petit peu disséminées partout. Et quand vous aviez une belle usine, elle irrigue, parce que derrière une usine, il y a des sous-traitants. Derrière sous-traitants, il y a du service. Et derrière du service, il y a des commerçants, parce qu'il y a de la population qui reste fixée là. Et on a tout un écosystème qui va plutôt bien. Puis le jour où l'usine ferme, patatras, tout s'effondre. Et puis du coup, là, il y a moins d'entrepreneurs, le commerce va moins bien, la valeur de votre maison vaut moins. Donc du coup, vous n'êtes plus mobile. Parce que si je dois racheter une maison dans le village d'à côté, ça coûte plus cher. Et donc là, le défi, moi je crois pour nous, il y a deux choses. Et je sais que Xavier Bertrand est très sensible là-dessus, eu égard à cette notion des territoires. C'est osons dire, et il le dit, que l'industrie a de l'avenir chez nous. C'est l'industrie qui innove, c'est l'industrie qui exporte. Il ne faut pas oublier tout ça. Et donc, il faut absolument qu'on puisse accompagner. Alors, c'est aussi bien du foncier, ce sont des aides financières, c'est de la formation, parce qu'il faut l'industrie. Maintenant, on a des exigences de plus en plus fortes de personnel formé. Donc, il faut jouer le jeu de l'industrie et il faut jouer le jeu de l'entrepreneuriat. Et alors, ça tombe bien parce que c'est les compétences de la région. Donc, il faut absolument qu'on puisse aider. Là, je parlais tout à l'heure de la formation de nos chefs d'entreprise, parce qu'il ne s'agit pas de dire lance-toi puis on te laisse tomber. Et puis, toute entreprise, elle devra évoluer. Elles ne seront plus des entreprises linéaires comme par le passé. Et donc, il y a un vrai enjeu. J'évoquais cette formation, cette animation d'ateliers dans lesquels j'étais cet après-midi. On est allé le faire à Fourmies, on est allé le faire à Lacapelle. Là, on le faisait à Lens, on va aller dans le Boulonnais, on va aller dans la Somme après. C'est comment on peut initier des dynamiques d'entrepreneurial. Ça, c'est pour les territoires ruraux. Parce que justement, il ne faut pas qu'on ait ces fractures. Et il faut regarder la réalité. Depuis quelque temps, on a quand même un peu une fracture alors elle est aussi bien économique, sociale, au niveau santé, parce que tout ça, ça s'enchaîne. Et concernant les quartiers, j'adhère tout à fait, c'est la même chose en microsystème. On dit la métropole de Lille va bien, mais il y a quand même des quartiers qui vont pas bien. Et donc comment on peut ramener de l'entrepreneuriat ? Je t'invite à aller regarder une association qui est absolument remarquable, qui a commencé à développer une action sur Lille. D'ailleurs, je vais aller début juillet à la première promotion. Ils vont démarrer à Roubaix. Je crois qu'ils ont commencé sur Beauvais. Et à Amiens, il y a un projet. Ça s'appelle Les Déterminés. C'est animé par un dénommé Moussa Camara qui a créé ça dans la banlieue parisienne. Et donc, comment est-ce qu'on va aider les jeunes des banlieues ? Parce qu'ils sont aussi entrepreneurs que les autres, mais ils n'ont peut-être pas les codes, ils n'ont peut-être pas le réseau. Et donc là, il y a aussi notre responsabilité d'entrepreneur, comment on les accueille, comment on les écoute. Donc, il y a toute une série d'initiatives. Oui, moi, je crois que la solution, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, donc l'entrepreneuriat. Regardons la réalité en face. Dans la région des Hauts-de-France, alors, un point positif, un point négatif. Le point négatif, c'est qu'en termes de stock, si vous regardez le nombre d'entreprises aux 1000 habitants, on est les derniers de France. Et ça, alors, malgré qu'on ait des très belles entreprises, mais c'est la culture du salariat. Pendant 20 générations, on a eu des très grandes entreprises et on y travaillait de père en fils et de mère en fille, etc. Donc, du coup, les gens entreprenaient moins. Néanmoins, c'est en train de bouger, puisque la région qui a créé le plus d'entreprises l'année dernière, c'est les Hauts-de-France. Et ça, incontestablement, la dynamique, l'état d'esprit que pousse, vous savez, moi j'ai toujours l'action de Xavier Bertrand, il y a des choses symboliques qui sont visibles, mais c'est aussi des tas de petites gouttes comme un colibri qui sont semées, c'est des pièces du puzzle qu'on ne voit pas, et puis un jour elles finissent par se rapprocher. Eh bien, la région de France qui a créé le plus d'entreprises l'année dernière, même si en stock on est moins bon, c'est ici. La région de France qui a attiré le plus d'investissements étrangers, c'est les Hauts-de-France, parce qu'il y a un écosystème qui va bien. Et qu'est-ce qu'a besoin un chef d'entreprise ? Il a besoin, j'ai toujours, de lisibilité et de visibilité. Et donc d'avoir un interlocuteur, de comprendre les règles, et puis de se dire ça ne va pas changer tous les 3 mois, etc. Donc là, il dit, et en plus, s'il y a du leadership, il va dire banco, je viens m'installer chez vous. Et après, dans les autres actions, je vous invite à regarder, c'est aussi le célèbre cuisinier, j'ai oublié son nom, qui a plusieurs 3 étoiles et autres, qui est un type extraordinaire, qui a créé des écoles. Thierry Marx, qui est extraordinaire. Extraordinaire, hein, lui. Et pour comment, avec des jeunes qui sont déscolarisés, qui ne savent parfois pas lire et écrire, et comment il les remet dans une dynamique où ils disent « Ah merde, j'ai intérêt à savoir lire ». Et du coup, ils apprennent à lire. « Ah merde, j'ai intérêt à savoir compter ». Ils apprennent à compter. Vous avez des écoles de production qui se sont montées à Lens. Il y en a une nouvelle sur le textile qui va démarrer ailleurs aussi. Certains diront « Oui, mais c'est des micros ». Non, c'est des petites pièces du puzzle. Et puis tout ça, ça vous fait un écosystème où on se dit « Non, dans les Hauts-de-France, ça bouge, il y a une vraie volonté ».
Et une vraie diversification aussi des filières économiques, et on le voit très bien. Ça fait maintenant 3 semaines, un mois qu'on parcourt les Hauts-de-France avec Jean-Paul, et on voit très bien que l'ADN entrepreneurial commence à prendre et vraiment à faire émerger, à s'aimer. Et c'était d'ailleurs une volonté de Xavier Bertrand lors de 2015, depuis 2016. Quand ils la région au travail, c'était son slogan, et on le voit aujourd'hui. Et toujours dans le souci d'aider les habitants. J'ai parlé de la première chance et des problèmes de fractures. Bon, c'est vrai que, par exemple, la première ligne sur le CV, je sais que Xavier est très sensible à ça. C'est comment. Et là, surtout dans la période du Covid, où beaucoup de jeunes n'ont pas pu trouver de stage, où tu ne peux pas avoir... Pour démarrer, avant de démarrer une entreprise, il faut aller dans l'entreprise. Et ça, c'est notre... Vous voyez, quand on parle beaucoup maintenant de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Eh bien, moi, ma responsabilité sociétale, c'est aussi de donner un coup de pouce à ce jeune et lui permettre de mettre une ligne sur son CV ou lui donner le téléphone d'un copain et autre qui va lui donner un petit coup de pouce. Là, incontestablement, on a un rôle à jouer parce qu'un chef d'entreprise, il n'a jamais intérêt à ce que le territoire autour de lui, ce soit un désert ou que ce soit la révolution. Bien au contraire, moi, ce que je veux, c'est que mon salarié, quand il rentre chez lui, il voit que son gamin va bien, que son gamin va faire du sport dans des conditions agréables, etc. Et si sa famille va bien, lui ira bien et mon entreprise ira bien. Alors que s'il sent que son fiston, ça va pas fort, eh bien, il n'aura pas le moral dans ma boîte et il va pas bien bosser. Tu parlais du RSE. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a toujours intéressé, qui est née ici, qui a été d'ailleurs initiée par les prédécesseurs de Xavier Bertrand, c'est le fameux projet REF 3. Oui. Donc, alors parfois, beaucoup de gens savent une fois de plus ce que c'est, mais d'autres aussi ne savent pas. C'est quelque chose qui évolue aussi en permanence. Est-ce que tu peux dire en mots, et comment ça... Parce qu'il y a beaucoup de RSE, effectivement, aussi dans le projet REF 3. Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur REF 3 ? Qu'est-ce que ça irrigue ? Comment ça fonctionne et comment ça transforme ? Tu as certainement appuyé sur un petit point. La vie de l'entreprise, mais la vie d'un parcours politique, c'est... Et il n'y a pas de mal à dire à un moment, il y a un truc qui est bien ou qui n'est pas bien ou qui est amélioré. Et donc, il faut peut-être profiter de ce redémarrage avec un nouveau mandat pour dire, on a fait des bonnes choses, comment est-ce qu'on peut aller encore plus vite, plus fort, plus loin, mieux ? Et il y aura certainement dans les adaptations par rapport à REF 3 à rendre ça plus lisible. Parce que je suis convaincu que c'est un véritable projet de territoire qui doit emmener les entreprises, mais il doit emmener aussi nos salariés et il doit emmener la population. Et donc, il faudra certainement qu'on rende ça plus concret, plus pragmatique. Très clairement, REF 3, en fait, ça part de deux constats. Le premier, c'est que le réchauffement climatique, il arrive. Et donc, il va falloir qu'on adapte nos modes de production, des productions d'énergie, mais aussi les autres modes de production, de consommation, par rapport à ces effets du changement climatique. Et puis, vous avez parallèlement une révolution qui, là aussi, va très vite, c'est toutes les révolutions technologiques. Et on voit bien que les modes de production, de consommation, tout ça va être complètement chamboulé. Et donc le côté un peu visionnaire aussi, il faut le dire, du prédécesseur de Xavier, Daniel Percheron à la région. Et Xavier est tout aussi visionnaire, et c'est une preuve d'intelligence de savoir dire « je garde ce qui est bon chez mes prédécesseurs », ça a été de dire mais comment on s'appuie là-dessus pour justement aider et accompagner nos entreprises. Parce qu'il va falloir, donc je disais, revoir nos modes de production, revoir nos modes de distribution, en intégrant ces histoires de consommation d'énergie, de production, où est-ce que je les trouve ? Et puis après, j'ai la formidable révolution du numérique qui accélère tout, c'est les nouveaux modes de production. Demain, votre voiture électrique, c'est beaucoup moins d'usines automobiles. Comment on fait ? Comment je m'adapte ? Demain, on a aussi on sait qu'il faut mieux consommer. Or, on a un paquet de logements dans notre territoire qui sont des passoires thermiques. Comment est-ce que j'interviens là-dedans ? Et la région, elle doit être à la fois pilote, et c'est pour ça que la région des Hauts-de-France a dit tous les lycées, c'est du photovoltaïque, c'est de l'isolation, parce que je pense que le job d'une collectivité locale, c'est de montrer l'exemple. Mais après, c'est aussi d'entraîner. Et donc, ils ont mis en place un fonds d'investissement pour accompagner les entreprises. C'est la promotion de nouveaux modèles économiques. On parle d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est les déchets de ton usine, ils peuvent me servir à moi parce que ça peut être ma matière première. Et puis les miens, je vais te les donner à toi. Et donc, comme ça, localement, on arrive à faire des boucles d'économie circulaire. C'est aussi l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est toute une série de nouveaux modèles. Et incontestablement, il faudra qu'on affiche ça mieux. Et pour que la politique économique de la région, ce soit une politique sur une économie qui soit plus durable, qui soit plus solidaire, parce qu'il y en a qui souffrent un peu, qui ont du mal à franchir le pas et autres. Et tout ça, durable et solidaire, pour et avec les hommes, parce qu'on ne le fera pas tout seul, c'est pas nous élus ou nous patrons, on le fera avec nos équipes, on le fera avec les habitants. Ça doit être pour et avec les territoires, parce qu'il ne faut pas que ce soit que Saint-Quentin, Lille et autres.
c'est bien avec chacun des territoires, et indirectement, ce sera pour aussi la planète, puisqu'on a tous intérêt à la protéger. Et donc là, il y a une vraie opportunité, un vrai défi, parce qu'on change un peu les habitudes, pour la politique économique du Conseil régional, mais idéalement, c'est que ça irrigue toutes nos politiques. Quand on revoit la politique des transports avec des nouveaux TER qui vont être, ou des bus, on a des bus qui sont à l'hydrogène. Première région de France qui fait ça dans le bassin minier. Ben voilà une politique qui, justement, va avec cette préservation de l'environnement, etc. Donc c'est surtout pas de dogmatisme, c'est surtout pas de la décroissance. C'est faire confiance aux femmes et aux hommes et faire confiance à l'innovation. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et on le voit notamment, si tu parlais d'autres projets hors champ économique, enfin purement économique, notamment sur l'ANRU, l'accompagnement de l'ANRU, sur des projets d'innovation, des rénovations, etc., avec des axes comme ça qui rentrent en fait en ligne de compte sur cette fameuse révolution industrielle qui est en lien à la fois avec le numérique et la durabilité. Non, mais ça, pour moi, ça irrigue toutes les politiques de la région. Toujours au service des habitants. Des habitants, on se bat pour vous, ça a vraiment du sens. La région, elle est leader sur tout ce qui est formation. Comment on forme les gens pour ces nouveaux métiers ? Je suis allé visiter, dans le cadre de la campagne, une entreprise extraordinaire qui fait des pièces automobiles. Et alors, c'est beaucoup des petits bouts de tuyaux. Dans quelques années, il y a des problèmes. Ils le savent. Donc, comment en amont je me prépare ? Eh bien, ils ont fait un partenariat avec une entreprise textile qui fait des vêtements à côté. Ils récupèrent les déchets textiles. Tout ça est traité, pressé, et ça vous fait de l'isolant. L'isolant dans votre voiture, il y a des chances que ça vienne de cette usine qui est pas loin d'ici, etc. Ils sont en train de réinventer un nouveau métier, mais derrière ça, il faut former les femmes et les hommes. Et donc, là, toute cette intelligence collective et tous les moyens de la région, c'est comment j'adapte mes CFA, comment j'adapte mes écoles pour qu'on ait ça. Ce sont toutes nos grandes écoles, nos universités. Parce que je vous disais, moi j'ai confiance en femmes et aux hommes de cette région, j'ai confiance en l'innovation, mais il faut qu'il y ait des gens qui innovent. Et donc ça, ce sont tous nos ingénieurs, tous nos universitaires, pour qu'ils nous fassent toutes les R&D qui vont bien dans la santé, dans les nouveaux matériaux, tout ça. Il y a des opportunités extraordinaires. Donc surtout, c'est pas de repli sur soi, pas d'écologie punitive, réglementée et autres. Bien au contraire, faisons confiance. Et le rôle de la région, c'est d'être exemplaire et d'accompagner. On en parlait l'autre jour avec Frédéric Macaret, qui était maire à Saint-Quentin, territoire de la robonumérique, par exemple. Elle expliquait bien d'ailleurs comment cet enseignement, c'était pas seulement les masters qu'on peut faire effectivement à Saint-Quentin, mais aussi dès le primaire. C'est aussi comment on descend dès la petite enfance aussi pour expliquer aux enfants, leur donner la passion. Et expliquer, c'est toujours l'image de l'industrie. C'est vrai que la robonumérique, c'est incroyable. Et la demande, avec Julien, on a rencontré un entrepreneur américain l'autre jour qui souhaite s'implanter dans les Hauts-de-France. La première question, c'est est-ce que vous êtes capable de former, de continuer à former, pas seulement les salariés que vous pouvez aujourd'hui, qui peuvent bosser pour moi, c'est demain. Moi, je dis souvent sur ma responsabilité d'entrepreneur, je suis incapable de vous garantir un emploi à vie. Si je vous dis ça, je vous mens. Par contre, ma responsabilité, c'est de garantir votre employabilité. Et donc que demain, vous puissiez rebondir, retrouver un boulot parce que les modèles économiques, parce que les machines évoluent. Et très clairement, sur tous ces enjeux de la robotique et autres, oui, on a besoin d'ingénieurs Bac+5, Bac+ je sais pas combien, mais on a besoin d'un bon BTS qui sait... On souffre de cette main-d'œuvre-là, on en a besoin. On en a besoin. Un bon BTS en robotique, il a du boulot demain matin. Donc là, il y a vraiment des opportunités sur des formations de premier niveau. Et la région a un atout. Et là aussi, c'était, je pense, incontestablement une preuve d'intelligence de Xavier Bertrand. Il y a eu une réforme qui était pertinente sur l'apprentissage. Tout de suite, et là, il a été leader aussi, parce que je pense qu'on était la première région de France. Tout de suite, il a dit, c'est une bonne réforme, je la prends. Le lendemain matin, il nous disait, les gars, on se met autour de la table. On prépare la réforme, comme ça, parce qu'elle n'était même pas encore votée. Le jour où sera votée, à la rentrée de septembre, on sera prêt et on la met en route. Le résultat, c'est que la région de France qui a fait le plus d'apprentis, c'est ici. Et donc, voilà l'efficacité et autres. Or, l'apprentissage, c'est justement un formidable moyen. Tout à l'heure, je disais, l'entreprise, c'est un lieu d'intégration et d'évolution sociale. Eh bien, avec l'apprentissage, vous pouvez tout à fait démarrer avec une formation de tout premier niveau. Et puis, petit à petit, si vous avez envie de bosser, si ça vous passionne, vous pouvez passer un BTS, devenir ingénieur. En Suisse, 60% des patrons sont passés par l'apprentissage. Tous nos chefs cuistots, les meilleurs qui sont étoilés dans le monde, ils sont passés par l'apprentissage. Pourquoi on passe dans tous les métiers, on peut valoriser ça. Heureusement, les mentalités évoluent beaucoup, beaucoup. Alors, question, on est dans une permanence virtuelle. D'autres questions ? Est-ce que
Alors, je ne maîtrise pas les micros, donc si quelqu'un veut poser une question, qu'il n'hésite pas. J'espère que la connexion est bonne. Alors, sinon, on va continuer, en fait. Alors, moi, il y a une autre chose aussi, donc, un thème sur lequel je voulais échanger, c'est la fameuse filière de la batterie. On en a beaucoup parlé, tu as évoqué l'industrie automobile tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet pour lequel Xavier s'est beaucoup battu au cours des derniers mois et au cours des dernières années. Pour l'emploi, pour la région, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un début ça... Moi, j'ai envie de dire deux choses. Le premier, c'est l'enjeu, avant de parler plus directement de la batterie, c'est un problème d'attractivité. Ça, c'est un vrai défi. Tout à l'heure, on disait, il y a un peu la compétition des territoires, entre les métropoles, les territoires ruraux. Mais il ne faut pas être naïf. On a une compétition de tous les territoires du monde entier. Et donc, celui qui va construire son usine de batterie, il pourrait très bien la mettre en Allemagne, en Tchéquie, en Bretagne, etc. Et donc, pourquoi je vais m'installer dans les Hauts-de-France ? Et donc, c'est là où on revient à toute la dynamique et toutes ces pièces du puzzle que positionne Xavier Bertrand. C'est, je vous crée un environnement pour que vous puissiez vous installer. Il le dit ouvertement, et moi j'aime bien, c'est ce qui m'a motivé aussi à le rejoindre. Alors que certains disaient le contraire dans leurs programmes électoraux, ça paraît ubuesque, lui a dit « je ne pourrai jamais créer un emploi ». Ce n'est pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Par contre, son job à lui, c'est « je vous crée l'environnement pour que vous puissiez vous y épanouir ». Et il a su réagir. Rappelez-vous, il y avait l'agence européenne du médicament qui aurait pu venir s'installer à Lille. Les dés étaient pipés parce que l'Élysée jouait une carte contre nous. L'agence bancaire. Oui. Néanmoins, c'était révélateur parce qu'on s'est dit, tiens, on a noté les petites critiques qui nous avaient été faites. Et on s'est vu qu'on n'était pas bon sur l'accueil de familles étrangères. Hop, immédiatement, l'été suivant, il lançait avec un élu local comment on crée une école internationale. Et donc, en ayant une école internationale, ça veut dire que demain, le grand groupe qui a son siège dans la métropole ou même dans la région, il peut dire, je viens avec ma famille parce qu'il va nous demander, et j'y viens parce qu'ils auront les écoles qui vont bien, etc. Et donc tout ça, ça contribue à l'attractivité. L'attractivité, c'est aussi bien la qualité de vie avec des espaces verts, c'est du sport, c'est de la culture, c'est tout ça qu'un élu local doit mettre en œuvre. Et donc, il doit contribuer à mettre tout ça. Le deuxième élément dans l'attractivité, c'est la main-d'œuvre. Or, il faut être réaliste. Tout à l'heure, je disais, on se plaint de ne pas trouver de main-d'œuvre, mais on a quand même une main-d'œuvre de qualité dans la région. On a des gens qui sont travailleurs, qui sont consciencieux. Quand ils sont formés, ils sont de très bon niveau. Tous les entrepreneurs vous le diront, parmi les meilleures productivités, c'est dans les entreprises ici. Et donc ça, c'est un élément qu'on peut mettre en avant pour les chefs d'entreprise qui voudraient s'implanter. Et pour arriver à cette histoire de batterie, c'est aussi d'avoir une filière. On se rend de plus en plus compte que les entreprises, si vous êtes tout seul dans votre coin, à un moment, ça posera problème. C'est comment on crée un écosystème où vous êtes bien. Vous avez les sous-traitants, vous avez les fournisseurs, vous avez les services, vous avez les écoles, vous avez etc. Eh bien, c'est le job de l'élu local, le job d'une collectivité comme la région en lien avec les territoires. C'est comment je crée cet écosystème qui va bien. Sur l'automobile, la région des Hauts-de-France, on est plutôt pas mal. Puisqu'on avait à la fois les grandes usines... On est la première région. On avait les grandes usines de production. Petit bémol peut-être, on n'a pas assez les centres de décision. Souvent, on a les usines, mais on n'a pas les centres de recherche. Mais petit à petit, ils viendront. Donc moi, on a un vrai savoir-faire dans la sous-traitance industrielle. Valorisons-le. Et donc, quand vous regardez la filière automobile, on a les grands constructeurs, mais on a toute une myriade de grosses entreprises, de plus petites, voire de toutes petites, qui travaillent avec tous ces gens-là. Et donc, demain, la première usine de batterie qui arrive sur le site de Douvrin, c'est ça qui les intéressait. C'est je dois reconvertir un site parce qu'un jour ou l'autre, le moteur thermique, ça va être fini. J'ai des gens qui ont du savoir-faire. Or, on a dit tout à l'heure qu'on a du mal à trouver du personnel. Ils l'ont, ils ont un site. Il n'y a pas besoin de refaire des études et autres pendant 10 ans. Et ben hop. Et en plus, j'ai des gens qui m'accueillent, qui sont prêts à mettre au pot, qui sont prêts à se mobiliser sur la formation, parce qu'on ne produit pas un moteur électrique ou une batterie de la même façon qu'un moteur thermique. Banco, je viens. Les partenariats qui ont été faits avec Toyota, qui dit un de ses sites les plus productifs, c'est ici, dans le monde. Les sites de Renault qui ont, très clairement, Xavier s'est beaucoup battu là-dessus, eh bien c'est ici. Et donc du coup, on voit que l'entrepreneur, il est pas fou non plus. Hein. Il sait bien que
les défis sont compliqués, à partir du moment où il y a un écosystème qui va bien, il va miser sur cet écosystème. Et donc c'est pour ça que sur les batteries, on parle d'une, deux, voire pourquoi pas 3 usines. C'est comment on continue à recréer un écosystème. Et là, pour être de nouveau cohérent avec cette vision d'une économie plus durable et plus solidaire, la démarche de Xavier, c'est de dire, c'est bien de produire, mais toutes ces batteries, il va falloir les recycler derrière. Et ça, c'est du business. C'est du business, ça fait travailler des gens. Et donc, quand il va visiter un Vitamine T qui est spécialisé aussi un peu dans le recyclage et autres, c'est de réfléchir avec eux. Comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut former des personnels pour qu'on puisse être à ce rendez-vous-là. Et en retraitant et en recyclant ces batteries, ça permet de générer des matériaux qui vont resservir à d'autres, et ainsi de suite. Et là, vous créez un bassin de vie où le gars qui est l'entrepreneur qui est en Amérique du Sud ou autre et qui va attaquer la France, il dit « c'est pas mal là-bas ». Sur le R&D, enfin recherche et développement, c'est vrai que la France n'est pas toujours au top. Il n'y a pas de baguette magique, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire demain pour que là-dessus aussi, on gagne des parts de marché, qu'on soit un peu plus... On n'est pas très bon, faut être honnête. Là, il y a des gros chantiers encore à mener. C'est un peu l'histoire aussi, c'est pas facile. On dit toujours, une entreprise, il suffit de faire ça. Non, c'est compliqué. Il y a des hommes, il y a des marchés. Pendant ce temps-là, il faut que votre boîte continue à tourner. Et on est dans les régions où le taux d'investissement en R&D est parmi les plus faibles. C'est le fruit de l'histoire parce qu'on avait des grandes entreprises avec beaucoup de PME sous-traitantes. Et donc le sous-traitant, on lui demandait pas d'innover. On lui disait remplis le carnet de commandes qui t'a été donné. Ouais. Et donc du coup, il innove moins. Regardez nos voisins belges, les côtés flamands et autres, où il y a un dynamisme entrepreneurial dingue. Ils avaient un petit territoire, donc leur seule façon, c'était d'exporter. Et pour exporter, il fallait innover. Et donc ils sont bien plus dynamiques que nous. C'est en train de changer, mais la région, même chose, là peut être moteur. Elle a des outils, elle a une agence qui s'appelle HDFID qui accompagne. Il y a des fonds d'investissement qui vont accompagner les entreprises. Tout à l'heure, je parlais de formation de nos chefs d'entreprise, parce qu'il faut aussi que ce soit dans la culture de nos chefs d'entreprise. Il y en a qui, de temps en temps, je les appelle, moi, le patron, ça me suffit. J'ai mon petit boulot, machin, tout va bien, pourquoi vous m'embêtez? Mais si, je cite souvent ça, et le jour Xavier l'évoquait également, c'est comme la bicyclette. Quand vous arrêtez de pédaler, vous finissez par tomber. Et donc, un entrepreneur, il doit tout le temps se remettre en cause, il doit tout le temps innover. Nos bières, si vous réinventez pas, etc. Un jour, le consommateur, il a besoin de nouveautés, il a besoin de nouveaux goûts, les habitudes changent, le marketing change, etc. C'est pareil partout. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer nos patrons. Il faut qu'on ait les outils. On en a un certain nombre. Il faut peut-être mieux organiser. On a beaucoup de choses en termes d'outils financiers. Il faudra donner là peut-être aussi un peu plus de lisibilité, plus pointé sur ces enjeux d'innovation. Et qui dit innovation, ça va obligatoirement passer par exportation. Parce que l'innovation, vous n'allez pas tout... Et puis, d'abord, ce serait dommage d'avoir une super innovation et de la garder que pour nous. Mais pour la rentabiliser, pour trouver du marché, il va falloir aller à l'extérieur. Et donc là aussi, la région, nos entreprises, comme elles dépendaient du grand sous-traitant, si vous retirez les 10 premiers exportateurs, on n'est pas très bon. Et donc, il y a toute une politique en lien avec la région, mais avec la Chambre de commerce, mais je pense que tout le monde est convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux pour aider ce qu'on appelle les primo-exportants. Le plus dur, c'est la première fois j'y vais. Alors, quand le patron n'est pas trop formé, il ne parle pas bien l'anglais, etc. Donc, comment on l'aide à prendre un jeune, à prendre un VIE, etc. Il y a plein de petites aides qui existent ou c'est d'y aller en groupe. Comment on fait une petite délégation, etc. Il y a des beaux défis à faire pour entraîner justement nos entreprises. C'est une chance, c'est que toute notre jeunesse, en général, elle est plutôt bilingue, voire trilingue. Elle a envie de bouger, elle a bougé, elle a des connexions partout. Donc, ça va être des bonnes opportunités. Alors, il y a un aspect, je voulais qu'on passe un peu d'environnement, parce que souvent, un patron, c'est pas forcément quelqu'un dont l'image est une image très, très verte, hein, mais il n'y a pas de monopole, il y a des listes qui sont en face de nous. Je sais que toi, en plus, tu es un passionné d'arbres. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur justement l'approche environnementale pour les entreprises, comment les patrons et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Très sincèrement, le chef d'entreprise qui n'intègre pas ces éléments-là, il va rater quelque chose. Parce que, on dit tout à l'heure, le défi, c'est de recruter les talents. Et donc, il faut absolument que l'entreprise, elle intègre son environnement. Environnement au sens vert du terme. Je rejette mes déchets comme un salaud, etc. C'est fini. Ça va durer un temps. D'abord, il va se faire rattraper par l'administration. Et puis deux, les gens ne voudront plus travailler par ces gens-là. On le voit bien dans l'agroalimentaire, sur le bien-être animal. Il y a des mouvements d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui sont passionnés. Sur le Twitter, allez suivre les France Agri-Tweetos. Vous avez des gens passionnés de leur métier, qu'ils font bien, qu'ils le font avec amour, etc. C'est toute cette dynamique-là qui fait qu'on doit intégrer ça. Moi, je pense que c'est
Ça doit être dans les gènes de l'entrepreneur, sinon il passera pas. Il passera pas. Et donc je peux plus raisonner mon entreprise toute seule. Elle est dans un écosystème, et dans cet écosystème, la notion d'environnement elle est de plus en plus importante. Je le disais aussi par rapport à tous les enjeux climatiques et autres. Le défi sur ces enjeux climatiques, c'est que moi je vous disais tout à l'heure, je suis très optimiste sur la capacité d'innovation et autres, mais il faut aller vite. Faut aller vite. Ça va pas nous attendre tous ces réchauffements. Donc comment il y a l'effet d'urgence. De exactement. Ouais, bien sûr. Alors, moi, je rappelle toujours qu'il y a eu comme un certain nombre de choses qui ont été faites en matière environnementale par Xavier et toute l'équipe autour de lui. Il y a cette belle opération 1 million d'arbres. Alors toi, le passionné d'arbres, on va aller encore plus loin. Après, il y a tout ce qui a été fait pour les chemins ruraux. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Et qui ont été un peu critiquées parce qu'en fait, la politique environnementale de Xavier dans ce premier mandat, elle était très diffuse. Et donc les gens disent « Ah bah oui, mais ils ont juste réduit la politique environnementale à planter des arbres et des... » Mais non, ça se retrouve dans les parcs naturels, ça se retrouve dans l'aide aux entreprises, ça se retrouve dans quand on fait de l'isolation, etc. Tout ça, ça joue sur les enjeux environnementaux. Et donc il faudrait faire la globalité de tout ça pour dire « Mais oui, évidemment qu'il y a eu des choses de faites. Beaucoup de choses. Peut-être qu'il faut accélérer dans certains domaines, mais il y a eu des choses de faites. » Et cette passion que j'ai, qu'on partage sur la nature et autres, parce que ça concourt aussi de l'attractivité d'un territoire. Il faut que la ville soit belle, il faut que la ville soit verte, d'abord pour la pollution, mais aussi parce que j'ai envie d'avoir un environnement sympa pour me balader avec mes enfants, parce que derrière tout ça, il y a aussi un écosystème naturel avec des oiseaux, etc. On voit bien, et ça fonctionne bien. Nos parcs naturels régionaux vont bien, tout ce qui a été fait pour la préservation des espèces, des territoires humides, des zones humides, tout le long du littoral, on n'en parle pas. Ça a été des actions extraordinaires qui ont été faites avec tous les acteurs. Avec tous les acteurs locaux, pour préserver des zones humides, pour faire des comptages, pour mieux identifier. Il y a toute une série de populations d'oiseaux et autres qui explosent. Il y en a d'autres qui souffrent. Et il faut continuer à travailler là-dessus. Le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont fait des choix, avec notamment la liste qui est portée par Karima Deli. Il n'y a pas de monopole de l'environnement. Et l'idée que d'un côté, il y a des gens qui sont entièrement verts et d'autres qui ne le sont pas est fausse. On a une passion commune, en plus tous les deux, il faut le dire. Xavier, c'est un sujet qui l'intéresse, qui l'importe. Il a des jeunes enfants, il en parle souvent. La relation aussi, sa relation à l'environnement, elle a changé au fil des années. Dans la discussion qu'il peut avoir avec ses enfants. Et d'avoir une écologie qui ne soit pas dogmatique. On ne fait pas du dogmatisme, nous on veut du pragmatique. Et pas punitif. Voilà, arrêtez de nous contraindre, etc. Faisons confiance aux gens. Tous les acteurs, on le voit bien dans les résultats du premier tour, les territoires ruraux, ils savent le faire. Et donc faisons leur confiance. Pourquoi vouloir que tout le monde soit sur le même moule et autres? C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et on crée des frustrations. Puis il n'y a pas des sachants et des non-sachants. On a tous notre contribution à apporter. Et donc oui, tout à fait. Rien à rougir. Bien au contraire, portons encore plus haut et fort toute cette dynamique. Donc c'est-à-dire que Frédéric, tu vas planter 2 millions d'arbres pendant le mandat. Non, il faut d'abord planter 1 million. C'est énorme. Je ne sais pas si les gens se réalisent. Il faut les fournir. Et puis, il faut les planter. C'est de voir aussi comment on fait plus que planter. Parce que si c'est que planter, non, c'est comment éventuellement on fait de l'éducation avec les enfants. Tout à fait. Comment on plante ça de manière harmonieuse. Parce qu'on ne plante pas n'importe quel arbre n'importe où. Parce que c'est bien quand il est petit, on dit oh, il rikiki. Mais non, mais dans 100 ans, si on veut quand vous voulez vous appuyer sur un bel arbre, ça veut dire qu'il y a 100 ans, il y a quelqu'un qui l'a planté. Et donc, c'est tout ça qu'il faut intégrer. Et donc, c'est éduquer les gens, c'est faire des projets avec des écoles, c'est sensibiliser les élus locaux, parce qu'il y va de la qualité de l'air dans leur territoire, mais il y va de la qualité du paysage et donc de l'attractivité. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai marqueur du territoire. Quand je m'occupais beaucoup du monde entrepreneurial, j'avais les chefs d'entreprise qui m'appelaient en me disant « J'ai quelqu'un qui vient de Paris, j'ai recruté quelqu'un, mais il faut que je fasse venir son conjoint et ses enfants, sinon il va faire la navette tous les jours. » Et donc, viens m'aider à lui faire découvrir la maison qui va bien, dans le territoire qui va bien, dans le cadre de vie qui va bien. Donc, ces enjeux environnementaux, ils sont, importants pour l'attractivité de notre région. Frédéric, je suis très heureux parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui s'occupent d'environnement. Encore plus nombreux dans les sortants, et puis il y a des gens qui ne sont pas des sortants comme nous deux, et on va se battre, et c'est vrai, l'idée c'est de se battre pour les gens, et on va se battre pour l'environnement, avec une manière, comme tu l'as dit, qui est, alors, pas dogmatique, on n'est pas là pour faire de l'idéologie, on est là pour aimer l'environnement tel qu'il est, le protéger, et on sait que Xavier nous aidera, et que toute cette équipe, elle partage cette ambition, on est bien en phase là-dessus.
Mais merci à tous les deux. Merci Frédéric. Merci, c'est génial. Quel bonheur de se battre pour vous. Vous, tous. C'est vrai. C'est énormément de rencontres, ce sont des bons moments. Et chaque jour, moi, je rentre à la maison chez moi, puis j'ai encore vécu une journée extraordinaire, il faut que je vous raconte. Tac, 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 tac. C'est tous les jours, c'est comme ça. Et donc, on est. Et Xavier nous dit, hein, après, il faudra passer la seconde, parce qu'il faudra tenir pendant 6 ans avec ce même rythme-là. Mais je peux vous dire que moi, je suis gonflé à bloc. Bon, merci. Et on va boire une bière. Alors, évidemment, on va aller boire une bonne bière. On va boire une bière. On pensera à vous. On vous retrouve demain dans l'Aisne, à côté de Laon, je crois, à Crécy-sur-Serre. C'est ça. Ensuite, on sera je crois, à Compiègne. Et puis, on finira notre périple dans l'Oise, puisqu'on était dans le Pas-de-Calais, aujourd'hui dans le Nord. On aura fait les 5 départements. Et puis, vendredi, ce sera la fin de la campagne. Surtout, il faut aller voter. On ne lâche rien. On continue jusqu'au bout. Dimanche, on va se battre pour vous. Vous allez vous battre avec nous. Et on va faire élire une équipe qui va se battre pour le territoire, pour les Hauts-de-France. Merci à vous. À demain. Bonne soirée.